Bonjour les amis, alors je pense que personne n'a loupé ça, même les gens qui n'aiment pas le foot, ils n'ont pas raté ça. Le Bayern humilie le Barça, 8-2, ils ont donné une leçon de foot au Barça. Alors je vais pas trop vous parler de foot dans cette vidéo, moi j'ai regardé un petit peu les extraits, j'aime bien le foot, j'aime bien les grands matchs de foot. Alors je suis pas le gars qui est méga fan, mais par contre j'aime bien les chiffres, j'aime bien l'économie, j'aime bien la liberté financière. Et je voulais dans cette vidéo justement revenir sur les chiffres délirants du foot, ce que l'on appelle le foot business. Alors, bon, il y a une étude sur laquelle je me suis basé, c'est un gros papier, 50 pages de Deloitte, Eye on the Prize, et franchement, je vous invite à le lire. Je vous mettrai également le lien pour ceux qui aiment le foot, etc., ou pour ceux qui aiment également l'économie du foot. Il faut regarder cette étude. Alors, elle revient justement sur finalement comment ces clubs de foot se financent, comment sont répartis les revenus, pourquoi le business du foot est aussi florissant, quels sont les enjeux, etc. C'est vraiment hyper intéressant. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut apporter quelque chose à ma communauté. Alors ici, je vais également revenir dans une prochaine vidéo sur les salaires délirants des joueurs de foot. Neymar, Mbappé, etc. Ils gagnent plus que des présidents du CAC 40. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Mais je vais vous expliquer que finalement, c'est pas si étonnant que ça, leur salaire. Alors, rapidement, on va comparer les chiffres des deux grands clubs que sont le Bayern et le FC Barça. Alors, on parle ici de market value, c'est-à-dire ce que ça vaut sur le marché. Le Bayern vaut 929 millions d'euros et le Barça 983 millions. Autrement dit, c'est quasiment la même chose. Ils valent tous les deux près de 1 milliard. La market value, alors total market value, ça je sais pas trop de quoi ça veut dire, ce que ça veut dire. L'âge moyen des joueurs, les joueurs dans la team nationale, donc l'équipe nationale qui joue dans le club en question, les joueurs, les jeunes joueurs, les étrangers, donc effectivement les personnes qui viennent, qui ne sont pas originaires du pays en question, par exemple ici ceux qui ne sont pas allemands, et là ceux qui ne sont pas espagnols, par exemple Messi est originaire d'Argentine, hein, donc il n'est pas espagnol ou catalan, hein, peu importe. Et ici, donc ces deux chiffres sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'on montre que finalement, ils ont quasiment la même valeur. Ils valent quasiment 1 milliard. Et pourquoi je voulais insister sur ces chiffres? Parce que ça montre un peu la puissance de frappe dont disposent ces deux clubs. Alors le foot, aujourd'hui, est un énorme business avec des chiffres qui frôlent le délire. En 2018-2019, les 20 premiers clubs ont généré des recettes combinées de 9,3 milliards d'euros, quasiment 10 milliards d'euros. Ce sont des chiffres colossaux, d'autant plus que ce ne sont pas effectivement des secteurs qui recrutent énormément de personnes, même si bien évidemment il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour le foot de manière directe ou indirecte. Le FC Barça, c'est pour ça que c'est top, cette vidéo et cette défaite. Parce que le FC Barça, c'est le premier club, c'est le club qui gagne le plus au monde. Et c'est le premier club à avoir franchi la barre des 800 millions d'euros de recettes avec 840 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est le club numéro 1 au monde en termes de recettes. Et alors, pourquoi je vous disais que c'était intéressant? Parce que justement, en face, il y a le Bayern et le Barça gagne beaucoup plus que le Bayern. On va y arriver juste après. Mais le FC Barça a déclaré publiquement son ambition d'être le premier club à générer 1 milliard d'euros de recettes. Et pour eux, en fait, ils sont conscients qu'ils ont une marque. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Barça, dans le club. Franchement, le Camp Nou, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a une ambiance de dingue, etc. Et bien évidemment, c'est une marque. D'accord? Et donc, comme ils ont vu qu'ils avaient une vraie puissance, une vraie force de frappe, ils se sont dit, on va reprendre le business, et notamment les opérations de merchandising, tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est sponsoring, tout ce qui est, parce que ça leur rapporte un max d'argent, licence, plutôt que de compter sur les tiers. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, OK, ça nous rapporte énormément d'argent, on va l'intégrer, on va le faire nous-mêmes. Les revenus commerciaux comprennent donc les parrainages. Donc, je ne sais pas, à un certain moment, ils étaient parrainés Nike, ou alors, voilà, on va prendre, je pense, le Real Madrid,
Bref, moi, je suis pas très foot, hein, mais vous voyez bien que derrière, il y a des grosses marques, Emirates, etc. Et à chaque fois, ils vont sponsoriser un club de foot. Donc, les parrainages, le merchandising, tout ce qui est t-shirt, etc. Les visites de stade, ils ont même créé des offres VIP, c'est-à-dire réservées aux gens qui ont de l'argent. Et le club espagnol a réalisé que la composante commerciale dépend moins du succès sportif et peut être stimulé par la force de sa marque. Alors attention, bien évidemment, le succès sportif va déterminer les résultats. Mais, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que la marque va générer parfois plus d'argent que le succès sportif. C'est intéressant. Je ne sais pas moi si vous vous rappeliez de McGregor qui a perdu contre Khabib. Pourtant, McGregor, il avait gagné beaucoup plus. Pourquoi? Parce que McGregor, il avait et il a créé une véritable marque. Et là, on en revient à un domaine que je connais bien, le marketing, le business, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tu n'as pas besoin de faire de la pub, tu n'as pas besoin de faire du marketing, tu as juste à être le meilleur. Oui, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Ça ne suffit plus. Si tu es le meilleur et en plus tu fais de la pub, alors là, c'est vraiment le jackpot. Le Real Madrid est tombé à la deuxième place avec un chiffre d'affaires de 757 millions d'euros. En troisième position, on a Manchester United avec 711 millions. Bayern, 660. Et vous voyez la différence? On revient dessus rapidement. Donc ici, vous avez le Barça avec 840. Et donc, le Barça génère quasiment 200 millions d'euros de plus que le Bayern. Et encore une fois, ça, c'est les 5 plus gros clubs au monde. Et le top 5, le dernier club dans le top 5, c'est le PSG avec 635 millions d'euros. Et donc, on voit le classement. Les 5 plus grosses clubs, les 5 plus gros clubs au monde, et on voit un peu ce qu'ils génèrent. Alors, comment ils gagnent leur argent? Ici, j'ai pris l'exemple de Ronaldo. Ronaldo, c'est vraiment génial, cet exemple. Pourquoi? Parce que son salaire à la Juventus est de 34 millions de dollars. Mais ce qu'il gagne avec ses posts Instagram payés, 47 millions de dollars. Truc de dingue. Alors, bien évidemment, son succès au foot contribue à son succès sur Instagram. Mais on voit qu'aujourd'hui, on gagne plus d'argent en faisant de la pub qu'en jouant au foot. Et Ronaldo le prouve, mais il n'est pas le seul. Neymar et autres. Et vous voyez aujourd'hui que le visage du foot business a complètement changé. Donc, combien et d'où vient l'argent des clubs? C'est-à-dire, effectivement, comment ils trouvent leur argent. Alors ici, vous avez voilà, la répartition. Vous voyez les positions 1 à 5. Ensuite, 6 à 10, 11 à 15 et 16 à 20. Dans les premières catégories, donc on est bien d'accord, Barça, Real Madrid, Manchester, Bayern et PSG. Ici, vous voyez que commercial, donc c'est tout ce qui est merchandising, tout ce qui est sponsoring, etc. C'est le numéro 1. C'est la rentrée d'argent numéro 1. Ça représente 49% de leurs revenus. Vous imaginez, c'est énorme. Il y en a qui disent, ouais, les t-shirts, ça rapporte rien, ça fait perdre de l'argent. Eh ben, on a la preuve que c'est pas le cas. Deuxième grosse rentrée d'argent, c'est les droits de rediffusion à la télé. 33%. Et la dernière rentrée d'argent, c'est 18%. C'est tout ce qui est le match, journée de match, les billets, etc. Et puis, on va aller vers la fin et on va voir ici que le gros de leur argent, il vient de la rediffusion à la télé. 22%, c'est tout ce qui est sponsoring, etc. Et 13% seulement match day. Et on voit ici que chez les top numéro 1, c'est beaucoup plus équilibré. Et que ça leur rapporte énormément d'argent, toute la partie commerciale. Les positions 6 à 10, 48% de droits de rediffusion, 38% commercialisation et 14% tout ce qui est match. Alors, on le voit ici, la principale source de revenus des 5 premiers clubs est commerciale, 49% du total. Alors que les clubs placés 16 à 20, 65% de leurs revenus, c'est la diffusion. Qui sont les clubs les plus puissants? Ceux qui sont
finalement les moins dépendants de la télé, même si la télé et la rediffusion télé va devenir de plus en plus importante. La croissance des recettes des clubs de foot au cours des 2 dernières décennies est due à une forte augmentation des droits de diffusion, tant pour les compétitions nationales qu'internationales, donc la télé, etc. Selon Deloitte, et ça, c'est encore une fois, on parle de l'avenir. Comment expliquer le succès d'un club de foot? La capacité à provoquer un intérêt commercial substantiel est un facteur de différenciation. Attention, le Bayern, le Barça sont des clubs puissants. Leur succès s'explique bien évidemment par le talent, par les joueurs, etc. Mais il s'explique également par l'argent. Parce que c'est l'argent qui leur permet finalement d'attirer les meilleurs joueurs, d'avoir les meilleurs entraîneurs, d'avoir les meilleurs sponsors. Et puis bien évidemment, c'est un cercle vertueux. Et c'est pour ça qu'on retrouve à chaque fois dans le top du classement les clubs qui gagnent le plus d'argent. Et donc ici, et c'est très important même pour ceux qui ne font pas de foot, qui ne s'intéressent pas au foot, vous comprenez un peu pourquoi finalement le fait d'être bien positionné, d'avoir du cash, ça peut vous donner un énorme avantage concurrentiel. Donc ici, ceux qui participent régulièrement à la Ligue des Champions et ceux qui se trouvent en bas de la Money League. Et c'est clair. C'est-à-dire ceux qui gagnent le plus sont ceux qui sont tout le temps dans la Ligue des Champions. Et les autres, on ne les voit pas très souvent. Autre exemple intéressant, quelques clubs qui dominent et qui sont largement au-dessus du lot. Ici, vous voyez les chiffres d'affaires. Et of Mini Leagues with the 1. Et donc ici, FC Barça, Real Madrid, Manchester génèrent entre 800, environ 800 millions. Catégorie numéro 2, on a le Bayern, le Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool. 3, Tottenham, Chelsea, Juventus, Arsenal. Et vous voyez, quand Ronaldo est allé à la Juventus, il a fait un choix qui était un peu dangereux. Pourquoi? Parce que finalement, Juventus ne fait pas encore le poids face aux mastodontes. Ensuite, vous avez Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid, Milano. Ensuite, on a l'AS Roma, Olympique Lyonnais, West Ham, etc. Et puis les autres clubs. Mais on voit bien qu'il y a un énorme fossé entre les différents clubs. Et même au niveau national, par exemple, en Espagne, le FC Barcelone génère 6 fois les recettes du 5e club de la Liga, qui est Séville, qui génère 142 millions d'euros. D'accord, c'est énorme, il y a un gap énorme. Et donc, l'argent appelle l'argent, mais l'argent, encore une fois, permet d'avoir une force de frappe, d'attirer les meilleurs joueurs, etc. Autre point important, l'évolution des revenus des 20 premiers clubs depuis 2013-2014, et donc chaque saison. On voit qu'au départ, donc ici, on a commercial. Donc commercial, c'est ce que je vous expliquais, c'est tout ce qui est vente de maillots et compagnie. Là, ça représentait le gros des revenus en 2013-2014. Aujourd'hui, c'est en catégorie numéro 2, après le broadcast, la rediffusion télé. D'accord? Mais pour les grands clubs, c'est toujours le numéro 1, la source de revenus numéro 1. Le match day, c'est passé de 1200 à 1400. Bon, on a une petite progression, d'accord? 4% en moyenne par an. Le broadcast est passé de 2400 à 4100, presque doublé, 11% en moyenne par an. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est merchandising, etc., est passé de 2500 à 3600, c'est 3 milliards 600, on est bien d'accord. Mais les 20 plus grands clubs génèrent un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. On additionne tout ça. Mais on voit un peu l'évolution. L'évolution, c'est la télé, d'accord? C'est là où, bien évidemment, ceux qui sont bien positionnés vont faire la différence. Donc, les droits de rediffusion à la télé. On voit que tout ce qui est stade, etc., bof. Et on voit que ceux qui tirent leur épingle du jeu, ce sont ceux qui, effectivement, arrivent à, à garder des revenus et donc à les générer eux-mêmes. C'est ce que fait le Barça, c'est ce que fait le PSG, etc. Analyse de quelques grands clubs. Donc, on va commencer par le Barça. Donc, le Barça,
Alors, c'est une analyse hyper économique, hein, mais je pense que ça va vous intéresser. Donc ici, on voit le Barça, l'évolution du Barça depuis 2015. À l'époque, il générait 561 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Aujourd'hui, 841 millions et ils sont numéro 1. Vous voyez, ils étaient numéro 2, numéro 2, numéro 3, numéro 2. Aujourd'hui, ils sont numéro 1. Ce qui est marrant, parce que finalement, ils n'ont jamais été aussi mauvais. Parce qu'avant, c'était l'équipe de rêve, hein. Le Barça, ils étaient imbattables. Aujourd'hui, ils sont pas bons, mais ils gagnent plus d'argent. Mais encore une fois, ils l'ont dit, la marque. Et encore une fois, une équipe de foot, c'est vraiment à long terme. C'est-à-dire que le Barça aujourd'hui s'est cassé la figure, mais je suis sûr qu'ils vont rebondir, ils vont essayer de faire des bons recrutements, ils vont élaborer une stratégie et ça fait partie du jeu. Donc ici, on voit les revenus, donc commercial, c'est essentiel, l'essentiel de leurs revenus. Vous avez le match day et la télé, les droits de rediffusion télé. Ça, je voulais vraiment insister dessus. Les réseaux sociaux, le pouvoir des réseaux sociaux. On voit les Facebook likes, 103 millions, les followers sur Instagram, 81 millions, les Twitter, 31 millions, les followers, hein, les YouTube subscribers, les abonnés sur YouTube, 8,7, etc., etc. Mais regardez, il y a un joueur, il a 140 millions d'abonnés, c'est-à-dire plus que sa propre équipe. Ça vous donne quelques éléments pour la vidéo qui va suivre. Les joueurs aujourd'hui sont devenus plus puissants que leurs équipes, sont plus suivis que leurs équipes, ont une plus grande influence que leurs équipes. D'accord ? Le club, le Barça, a préparé un plan stratégique pour 2015-2021 qui met l'accent sur la diversification, l'internationalisation des sources de revenus. D'ailleurs, à Dubaï, il y a même des partenariats avec des banques. Tu peux avoir une carte bancaire avec Barça dessus. Bon, ok, moi, c'est pas trop mon truc, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'impact de cette stratégie. Et le Barça, justement, ils ont clairement un état d'esprit business et ils s'adaptent à l'évolution des conditions du marché en réduisant sa dépendance vis-à-vis des revenus de la radiodiffusion. Pourquoi ? Parce que finalement, une chaîne sportive peut à un certain moment dire non, mais moi, j'ai pas envie de verser autant ou ceci, alors que sur tout ce qui est sponsoring, merchandising, etc., ils contrôlent. Match day, ils contrôlent. D'accord ? Donc, ils ont élaboré une stratégie qui leur permet de se focaliser beaucoup plus sur les revenus qu'ils contrôlent. Le Bayern, idem, hein, on a 660 millions. Vous voyez, beaucoup, c'est le côté commercial, 32% la rediffusion, 14% match day. Et enfin, le Paris Saint-Germain, on est un peu dans la même logique. Et là, c'est assez intéressant. Le joueur avec le plus d'abonnés, c'est Neymar, 131 millions. Par contre, pour Instagram du PSG est de 26 millions. On voit qu'un joueur, il a 5 fois plus de followers sur Instagram que le club. Et ça, c'est encore une fois vraiment un facteur qu'il va falloir comprendre dans les prochaines années. Beaucoup de gens ne comprennent pas les salaires prohibitifs. Beaucoup de gens ont dit au scandale quand le PSG a acheté Neymar, mais en fait, le PSG a fait une super bonne affaire sur le plan de communication et le nombre de followers sur Instagram le prouve. Et pour le PSG, on est un peu sur la même logique. 57%, c'est du commercial. On a 18%, c'est tout ce qui est match day et 25% le broadcast. Donc, conclusion. Qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion sur cette vidéo ? Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a clairement une bataille entre grands clubs et que ce soit le Bayern ou le Barça ou le PSG, on voit bien que finalement, il y a clairement une histoire d'argent. Parce que l'argent permet d'attirer les meilleurs joueurs. Donc, de budget permet d'attirer les meilleurs joueurs. Et puis, les meilleurs joueurs permettent d'avoir plus de fans, plus de spectateurs, plus d'argent grâce au merchandising. C'est-à-dire, je sais pas moi, Juventus, quand Ronaldo est arrivé, ils ont vendu un nombre record de t-shirts. Je pense que même le PSG, on le verra dans une prochaine vidéo, quand Neymar est arrivé, les chiffres ont bondi. Hein. Le PSG est aujourd'hui dans le top 5 de revenus. Ce n'était pas le cas avant. Pourquoi ? Derrière, il y a des grands joueurs. Donc, l'argent permet d'attirer les joueurs permettent d'avoir effectivement cette audience, permettent également d'avoir des résultats. Et donc, ces résultats
vont permettre de vendre plus de t-shirts, donc d'avoir plus d'argent, donc etc. Et vous voyez, ça n'arrête pas. Donc, il faut clairement comprendre que c'est plus une question que de talent. Et c'est beaucoup plus profond et que l'argent fait la différence dans le domaine du sport. Et si vous ne l'avez pas compris, il y a plein de choses qui vont vous échapper. Et c'est le business, c'est le monde du business. Donc aujourd'hui, on voit que la croissance future est entre les mains des clubs, leur capacité à augmenter les flux de revenus qu'ils contrôlent directement. Elle aura un impact significatif sur la composition future de la Money League. C'est-à-dire ceux qui vont rester dans le top 5, ce sont les clubs qui vont être capables de s'adapter finalement à la nouvelle demande parce qu'aujourd'hui, le foot, il est partout. Les distractions sont partout. Comment capter l'attention des gens? Comment les motiver à regarder un match de foot? Et comment générer des milliards grâce à ça. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Il y a eu du boulot. Ce n'est pas mon point fort, le foot, mais bon, je pense que l'économie, les finances, etc., ça me parle quand même beaucoup plus. Et j'espère que pour ceux qui ne sont pas vraiment dans le monde de la finance, vous avez compris un peu finalement les enjeux du foot actuel et l'importance de l'argent pour finalement faire émerger les meilleurs clubs de foot au monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao!